Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nice est fort, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et cet épisode s'intitule Alfred Stieglitz, le pionnier new-yorkais. Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Au courant du 19e siècle, l'Europe est frappée de plein fouet par des crises industrielles et économiques successives. Et en Allemagne, ces crises accentuent une ambiance antisémite, incitant, de fait, les familles juives à quitter leur pays natal. Une poignée d'entre eux, animés par le rêve américain, décident donc de quitter l'Europe pour s'installer aux États-Unis. Et dans cette foule d'immigrés se trouve Edward Stieglitz. Ses pieds foulent le sol américain pour la première fois en 1849, un pas qui n'est que le début de son rêve américain. Sur cette terre pleine de promesses, il devient propriétaire d'un commerce de laine, lui assurant la fortune et la prospérité, à tel point qu'il se lance même dans une seconde aventure professionnelle, devenant ainsi peintre paysagiste. Marié alors à Hedwig Warner, le couple s'installe à Hoboken, dans le New Jersey, où il fonde une grande et joyeuse famille composée de 6 enfants. L'aîné de cette fratrie s'appelle Alfred. Il naît le 1er janvier 1864, bonne année à vous, et se voit offrir une éducation complète dont l'accent est principalement mis sur l'accès à la culture. Il grandit alors dans ce pays cosmopolite, marqué par les vagues d'immigration dont lui-même est le descendant. En 1871, Alfred est alors âgé de 7 ans et déménage avec sa famille dans le grand, le magnifique New York, qui est, lors de cette décennie, la plus grande ville des États-Unis. Cette même année, on compte pas moins de 942 000 habitants. Bien sûr, c'est pas grand-chose comparé aux 8,5 millions d'habitants en 2020, mais ça n'en reste pas moins impressionnant. Manhattan est en pleine expansion. Jusqu'alors, seul le sud de l'île était habité, dans les années 1830, mais désormais, la ville s'étend peu à peu vers le nord, grâce à des bâtiments neufs réservés à une élite, dont fait partie la famille d'Alfred. Et c'est dans ce quartier que la famille Stieglitz s'installe, dans un vaste appartement du 14 East de la 60e avenue, avec, pour couronner le tout, une vue sur Central Park, qui est encore en construction en 1871 et qui ouvre officiellement en 1873. Alors, si vous vous rendez sur Google Maps, vous pouvez observer le bâtiment dans lequel Alfred a pu vivre durant son enfance. Et il s'agit d'un grand immeuble typique new-yorkais de près de 10 étages. C'est dans ce New York qu'il suit son parcours scolaire élémentaire pour ensuite intégrer une formation d'ingénieur mécanique en études supérieures à la City College of New York. D'ailleurs, il est dit qu'il y était l'un des meilleurs élèves de son cursus. Mais en 1882, changement de direction. Alfred a 18 ans et son père décide de vendre soudainement son entreprise de laine. Le père de famille décide de retourner en Allemagne pour faire connaître l'Europe à ses enfants et leur donner un accès à la culture, aux arts et à l'éducation européenne. Alfred Stieglitz quitte donc le City College of New York pour entamer des études d'ingénieur à l'école polytechnique de Berlin. Et non, je ne vous prononcerai pas le nom de cette école en allemand.
il y étudie de 1882 à 1890 et parmi ses professeurs se démarque Hermann Wilhelm Vogel. Il s'agit d'un chimiste prussien qui pratique la photographie et dont les recherches démontrent qu'il est possible de rendre sensibles les plaques photographiques à la couleur. Alors toutes les couleurs excepté le rouge, mais les couleurs quand même. Autant dire qu'Alfred est plutôt bien entouré pour mettre un pied à l'étrier dans le domaine de la photographie. Il commence donc à côtoyer ce professeur et à apprendre la technique photographique grâce à lui. Dans l'ensemble de mes sources, il est toujours dit que durant ses études à Berlin, Alfred Stieglitz développe une certaine obsession pour la photographie et il aurait même dit, selon le Victoria and Albert Museum, « La photographie m'a fasciné. D'abord comme un jouet, ensuite comme une passion, et puis comme une obsession. » À cette période, son professeur et mentor l'incite à exploiter au maximum le médium photographique, autant par l'architecture, le portrait, les paysages, les scènes de genre. Il accède quotidiennement à la chambre noire de son université pour acquérir les techniques de développement et en parallèle, Alfred s'inspire de ses contemporains, les photographes pictorialistes européens et en particulier de Peter Henry Emerson, un écrivain et photographe britannique qui utilise la photogravure comme technique de tirage pour ses prises de vue de nature. C'est à 19 ans, soit 1 an après son arrivée à Berlin, qu'Alfred acquiert son premier boîtier photographique. Il commence alors à voyager à travers l'Europe entière pour pratiquer sur le terrain, que ce soit en Allemagne, mais aussi en Italie et même aux Pays-Bas. Et lors de ces voyages, il découvre davantage le mouvement pictorialiste et adhère peu à peu à leurs pensées. Et c'est à 24 ans qu'il se fait remarquer par ce mouvement. Cette année-là, en 1887, il commence à publier des articles dans des magazines photographiques européens, souvent axés sur la technique photographique. Et par la même occasion, il propose une de ses photographies pour le prix de la revue The Amateur Photographer. Être amateur au XIXe siècle est un statut revendiqué, ça n'a pas le même sens que l'on a aujourd'hui. Ce statut est donc revendiqué par les photographes qui refusent catégoriquement de faire commerce de leur pratique, attirés par l'appât du gain. La photographie qu'Alfred soumet pour ce concours s'intitule « The Last Joke Bellagio », prise lors de son voyage en Italie. Et je ne sais pas si c'est une question de chance, de destin, mais c'est bien Peter Henry Emerson qui lui décerne lui-même le premier prix. 1 an plus tard, Alfred gagne à nouveau ce même prix. Au total, ce serait près de 150 prix et médailles qu'Alfred aurait gagnés en Europe, en participant au concours de groupes, clubs, expositions, revues et magazines pictorialistes. Sa réputation ne passe pas inaperçue. Dans cette ascension vertigineuse, Alfred Stieglitz se positionne fermement dans la presse. Pour lui, la photographie est un art. Seul un photographe amateur libéré de la photographie commerciale et des enjeux financiers peut produire librement une image porteuse de sens. En 1890, la famille d'Alfred retourne à New York. Mais lui décide de ne pas les suivre et choisit de rester vivre en Europe. Malheureusement, ses projets sont de courte durée, car sa sœur Flora décède aux États-Unis. Il décide donc de rejoindre sa famille pour les funérailles et prend finalement la décision de s'installer définitivement à New York. À partir de cet instant, retenez qu'Alfred Stieglitz n'aura de cesse de photographier cette ville. Il va y dédier une majeure partie de son travail, et témoignant de la croissance fulgurante du Grand New York. Dès son retour, Alfred devient l'associé de son père dans sa nouvelle entreprise de photogravure Heliochrome Company. Et grâce à ses talents de photographe, il fait évoluer l'entreprise paternelle en la renommant Photochrome Engraving Company. Son emploi lui permet d'acquérir des compétences solides dans la photogravure, qui est un procédé de gravure par acide utilisé pour les tirages photographiques et qui a été inventé par Nicéphore Niepce. Si vous ne connaissez pas Nicéphore Niepce, je vous invite à écouter le tout premier épisode de mon podcast qui lui est dédié. La qualité des photogravures d'Alfred surpasse rapidement les maîtres européens, en devenant inégalable dans le monde entier. En parallèle de son emploi, Alfred Stieglitz édite une première revue, la première d'une très très longue série, qu'il intitule The American Amateur Photographers en 1892,
où il fait connaître aux photographes américains ses prises de position artistiques. Il affirme que seul le photographe amateur possède une véritable liberté artistique détournée des enjeux économiques. Malgré les affaires florissantes de l'entreprise de son père, Alfred quitte son poste après 5 années d'exercice, peu intéressé par le commerce, et décide de reconstituer à New York, dans la suite de sa revue, un groupe de photographes amateurs prônant la photographie comme un art à part entière, à l'image du pictorialisme américain. Il donne à ce groupe le nom de Photographic Secession. Afin que le groupe puisse se réunir, pratiquer et exposer communément, Stieglitz voit très grand et ouvre la Little Gallery au 291 de la 5e avenue en novembre 1905. Dans ce même bâtiment, il loue son propre studio et l'ensemble de la location lui coûtait aux alentours de $350 mensuellement et ne faisait payer que $5 par membre. Je ne sais pas si vous arrivez à faire les comptes de tête, mais niveau comptabilité, on n'est pas très rentable. De novembre 1905 à avril 1906, la galerie expose le travail de 39 photographes du groupe. D'entre eux, nous pouvons bien évidemment nommer Station, White, Casbier et bien évidemment Stieglitz. L'entrée y est gratuite et ouverte à tous, et on peut y retrouver 384 photographies exposées et à vendre au tarif de $45. Parmi elles, se démarque The Terminal, une des premières photographies marquantes de Stieglitz. Cette image montre réellement l'intention que porte Stieglitz à l'atmosphère d'une photographie, en adoucissant à la fois la dureté du sujet par la fumée, la neige, mais également la pluie. Il dit lui-même de cette photographie « De 1893 à 1895, je me promenais souvent dans les rues du centre-ville à New York, près de l'East River, portant à la main mon appareil photo. Un jour, je me trouvais devant un vieux bureau de poste. Il faisait extrêmement froid. La neige jonchait le sol. Un conducteur en manteau de caoutchouc abreuvait ses chevaux de voiture. » Cette photographie annonce une évolution dans la photographie vers ce que l'on appelle des années plus tard la photographie pure. Par pure, il faut entendre capturer des sujets de la vie quotidienne avec une totale absence d'intervention manuelle. En juin 1907, Stieglitz entame un séjour en Europe avec sa famille pour rendre visite à des parents proches et à des amis artistes. C'est lors de son voyage en bateau à destination de l'Europe et certainement en arrêt en Angleterre que Stieglitz photographie son image la plus connue et qui est aujourd'hui considérée comme l'une des prises de vue les plus importantes de l'histoire de la photographie. Elle se nomme The Steerage, en français l'entrepont, et est capturée à bord d'un paquebot transatlantique à vapeur allemand, le Kaiser Wilhelm II. Alors en plus de la perfection technique et artistique de la photographie, il est important de noter qu'elle offre avant tout un regard social sur la société où les classes se divisent, ne se mélangent pas et sont cloisonnées dans un cadre ici représenté par le cadre photographique. En 1942, Alfred Stieglitz revient sur cette photographie dans How the Steerage Happened. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants sur le pont inférieur. Il y avait un petit escalier menant à l'étage supérieur, un petit pont à droite sur la proue du bateau. Sur la gauche était inclinée une cheminée sur le pont supérieur. Il y avait une passerelle fermée aux voyageurs, brillante à l'aspect fraîchement peinte. Elle était plutôt longue, blanche et, durant le voyage, elle resta intacte. Sur le pont supérieur, regardant par-dessus la rambarde, il y avait un jeune homme avec un chapeau de paille. La forme du chapeau était ronde et il regardait les hommes et les femmes et les enfants du pont inférieur. Un chapeau de paille rond, une cheminée penchée à gauche, l'escalier penché à droite, la passerelle blanche avec ses barrières de chêne, les bretelles blanches sur le dos d'un passager sur le pont inférieur, les formes rondes des machineries, un mât qui coupe le ciel créaient une forme triangulaire. J'ai vu une photo avec des formes. Et ceci me rappelle les sentiments que j'ai sur l'Asie. Sa photographie ne fut tirée qu'une fois arrivée à Paris. Et il faut attendre 1911 pour qu'il la rende publique dans une revue.
puis 1913 pour qu'il l'expose. Alors dans les dires de Stieglitz des décennies plus tard, il aurait su dans l'immédiat avoir produit un chef-d'œuvre, mais les historiens émettent de sérieux doutes quant à ses propos, au vu de son ton pessimiste et très proche de la dépression durant son voyage en Europe, Stieglitz vivant un certain mal du pays. Quoi qu'il en soit, cette photographie marque un réel avant et après dans la pratique photographique de Stieglitz. On remarque clairement qu'à partir de cette photographie, il décide de s'éloigner clairement de la photographie pictorialiste qu'il considère comme rattachée au passé et décide de se rapprocher davantage du mouvement pictural moderniste. Alors qu'on soit tout à fait clair, il ne s'éloigne pas du tout du style de la photographie d'art, mais il décide de la traiter d'une toute autre manière, avec une vision différente. À ses yeux, la photographie amatrice et artistique doit gagner en objectivité et en sens social pour davantage impacter l'affect et l'émotionnel du spectateur. Désormais, donc, Stieglitz juge qu'il n'est plus nécessaire d'imiter la peinture, les esquisses, les gravures, les aquarelles pour être un artiste. À ce même instant où Stieglitz transforme sa vision et séjourne en Europe, le photographe est très rapidement happé par une nouvelle science photographique que l'on appelle l'autochrome et qui est créée par Auguste et Louis Lumière. L'autochrome, c'est le premier procédé photographique qui permet de photographier en couleur. Donc une fois muni de ce procédé, Alfred ne va plus cesser d'expérimenter aux côtés de son ami et photographe Steichen, et c'est qu'une fois qu'il maîtrise pleinement ce procédé qu'il décide de retourner au noir et blanc aux environs de 1910. Durant son voyage en Europe, Stieglitz fait également la rencontre de Matisse et Rodin, alors qu'il était déjà sensible au travail par exemple de Van Gogh, Cézanne et Braque. C'est en étroite collaboration avec Steichen que tous deux décident d'organiser et de financer une exposition réunissant les peintures de Matisse et des dessins de Rodin dans leur galerie à New York au 291. Ils parviennent à réunir près de 50 000 visiteurs en plein New York dans cette simple galerie. Alors autant vous dire que pour une exposition à cette époque, c'est au-delà d'une réussite, c'est un exploit. C'est d'ailleurs à cette même période d'effervescence qu'Alfred commence à s'entourer de nombreux artistes internationaux. Il commence à réaliser des portraits de ses amis artistes et auteurs. Pour ces portraits-là, il s'agit majoritairement d'artistes américains et qu'il approche davantage de la photographie moderniste. Alors ici, pas d'intervention manuelle, il veut tout simplement figer ses amitiés comme une sorte de souvenir amical et ces photographies de portraits, il les pratique durant près de 2 décennies. Notez également que c'est grâce à la galerie du 291 qu'Alfred rencontre la femme de sa vie, Georgia O'Keeffe. Selon leur histoire romantique, en 1916, elle passe le pas de la porte du 291 pour découvrir la célèbre galerie de New York. C'est alors qu'elle rencontre Alfred et que tous deux ont le coup de foudre l'un pour l'autre. Grâce à leur correspondance, nous pouvons surtout réaliser que leur amour se porte très certainement, certes sur le physique et le caractère, mais surtout et avant tout sur les qualités artistiques qu'ils ont chacun de leur côté. Georgia est maîtresse dans la peinture moderniste qu'Alfred admire tant, et il voit en sa future femme une âme sœur, que dis-je, une muse, une source d'inspiration, un double artistique, autrement dit son double féminin. Et il semblerait même que Georgia voit aussi en Alfred son double masculin et développe pour lui une admiration qui se mute ensuite en amour. 1 an après leur rencontre, Alfred commence à photographier Georgia. Au-delà de quelques nus, Stieglitz se passionne pour ses mains de peintre très expressives et c'est avec Georgia qu'il exploite le plus le nu féminin et le plus souvent érotique. Georgia et Alfred forment ainsi à eux deux l'image d'un des couples d'artistes les plus célèbres de l'époque, parmi Camille Claudel et Auguste Rodin ou même Frida Kahlo et Diego Rivera. Autant dire que c'est un couple d'artistes bien célèbre. Ils décident donc d'emménager ensemble en 1917 et se marient en 1924 jusqu'à être séparés par la mort. Alors ce n'est pas le premier mariage d'Alfred puisqu'il a déjà été marié à Evelyn Omermeyer en 1893,
Et d'ailleurs, tous deux ont déjà eu une fille qui s'appelle Catherine en 1898, que vous pouvez voir très régulièrement dans les travaux d'Alfred. Son père l'a en effet beaucoup photographié durant son enfance, à tel point qu'en grandissant, elle lui aurait même demandé de se calmer un peu. Ses parents divorcent en 1924, peu avant le remariage d'Alfred Stieglitz avec Georgia O'Keeffe. Pour revenir à la galerie mythique du 291, elle reste ouverte jusqu'en 1917 et ferme pour des raisons financières, car vous l'aurez très certainement compris, Stieglitz est à la fois un très mauvais commerçant et un très mauvais comptable. Mais ce n'est clairement pas la fin de sa carrière. Sa pensée, bien que controversée, lui permet de devenir le vice-président, autrement dit l'éditeur, de la revue Camera Notes, un journal photographique à feuillet détachable publié en 1897. On y trouve à la fois des articles, des critiques, des essais et de retours d'exposition. Et ce journal devient rapidement l'un des plus influents aux États-Unis, qui permet de faire découvrir de grands photographes, Edward Station, Gertrude Casbir ou encore Clarence White. Malheureusement, le Camera Notes coûte un rein, et c'est peu dire. Sur ses 5 années d'existence, le journal nécessite $18,000. Et les fonds du groupe qui financent ce journal ne s'élèvent qu'à $1,000 1850. Autant dire que les dettes s'accumulent et qu'Alfred, il a du flair, il sent les ennuis arriver. Mais il ne compte pas s'arrêter sur un échec, c'est pourquoi, en mars 1902, il organise une exposition au National Arts Club de New York. Et accrochez-vous, car le titre de l'expo est long, et j'ai un accent anglais vraiment pas terrible. American Pictorial Photography Arranged by the Photo Secession Outside the Boundaries of the Camera Club. Et malgré la longueur de ce titre, il est important de noter que c'est la première fois de l'histoire qu'il a utilisé publiquement le terme photosécession pour définir le mouvement de photographie artistique américaine. Et Stieglitz profite des derniers mois d'existence du journal Camera Notes pour faire un retour super positif de son expo, avant de quitter le navire avant le naufrage. Bon, au final, son départ est très certainement un mal pour un bien, puisqu'on a de nombreux témoignages de ses collaborateurs témoignant d'un Alfred despotique, arrogant au travail, autrement dit un véritable dictateur, et sa réputation perdure tout au long de sa vie. Mais avec du recul, on peut surtout se dire que le photographe est un homme très tatillon, à la recherche constante de la perfection et de l'irréprochabilité de son travail, ce qui a très certainement influencé son attitude de collaborateur. Mais attention, je ne l'excuse pas du tout. Il n'y a aucune justification à travailler ainsi. À partir de son départ de Camera Notes, Alfred a un seul objectif en tête. Il souhaite travailler pour lui-même et seulement pour lui-même. Et dans cette lancée, et grâce à la réputation d'éditeur qui le précède, il décide rapidement de créer son propre journal photographique et décide d'être à 100% décisionnaire dans son contenu, autant par la création du design que par la mise en page, la typographie, le choix des rédacteurs, les photographes et les artistes. Alors autant dire qu'il ne se foule pas du tout au niveau du nom, car après Camera Notes, il souhaite intituler sa revue Camera Work. Et par cette revue, Stieglitz souhaite créer un support de haute qualité, de prestige. Pour ce faire, il décide de reproduire les photographies à la photogravure manuellement, à partir de négatifs originaux. Les gravures se font donc sur papier japon pour gagner en profondeur et texture, et il privilégie ainsi le visuel à l'esthétisme. Sa revue suit désormais les évolutions chimiques, offrant peu à peu des photographies en couleur. Là aussi, on est sur une première. Et en plus d'y parler photographie, Stieglitz souhaite aborder à la fois la peinture, la sculpture et les expositions, qu'elles soient nationales et internationales. C'est ainsi qu'il y reproduit les travaux de Rodin, mais également de Matisse. Le premier numéro est édité en décembre 1902. Oui, il n'a clairement pas chômé. Et il prévoit un numéro par trimestre, même si parfois un numéro saute par-ci par-là. Dès le départ, la revue est extrêmement bien reçue du public. Dans une lettre adressée au secrétaire et bibliothécaire de la Royal Photographic Society de Londres le 31 août 1910, Alfred Stieglitz écrit « Quand Camera Work était à son apogée, il semblait impossible de le surpasser. Il ne peut y avoir d'autre verdict que celui-ci. Camera Work bat tous les records précédents en matière de dignité, de bon goût,
et de valeur réelle. Dans les différentes publications, certains numéros sont dédiés à la présentation de portfolios de photographes. Des plus célèbres se démarquent encore une fois Edward Station, qui a clairement inondé Camera Work de ses photographies, mais on peut aussi citer Paul Strand, Frank Eugène, Robert Adams, Adolphe de Meyer, James Craigana, Henrik Kuhn, voire même Clarence White. Mais comme Stiglitz n'apprend pas de ses erreurs et que c'est un homme que l'on peut dire borné dans ses idéaux, il décide que Camera Work est une entreprise à but non lucratif. Mais grâce à son entourage, Stiglitz réalise que son entreprise n'est clairement pas durable s'il reste sur un but non lucratif, s'il ne responsabilise pas financièrement Camera Work. Il décide donc de faire des concessions et de dépasser sa pensée non commerciale d'artiste et débute un système d'abonnement. L'achat d'un numéro seul coûte désormais 2 $ et l'abonnement pour 4 numéros est de 4 $. Quelques numéros spéciaux ont un tarif clairement plus élevé, avoisinant les 15 $. Ce qui est clairement justifié sachant que Camera Work était réalisé totalement manuellement. Chaque numéro est tiré à 1000 exemplaires. Je fais juste une pause. 1000 exemplaires réalisés manuellement. Oui, c'est quand même beaucoup de travail. Et à ses débuts, Camera Work avait près de 650 abonnements. Malheureusement, les chiffres commencent à chuter année après année, tombant tout d'abord à 304 abonnements. Donc pour éviter les dettes, Stiglitz diminue le nombre d'impressions à 500 exemplaires, mais cela ne va pas suffire. En 1917, Camera Work ne compte plus que 36 abonnements. Est-ce que vous vous rendez compte, on passe de 650 à 36, ce qui signe clairement la fermeture de l'entreprise. Et à cet instant, Stiglitz fait don de la collection complète et signée des 50 numéros de la revue au New York Public Library et à la Royal Photographic Society avant de détruire les stocks restants. Et toujours dans cette même lettre de 1910, il écrit « Je sens que coûte, le Royal doit avoir un ensemble complet de la publication qui fait vraiment partie de mon âme. Mais j'espère que vous impressionnerez vos membres en leur disant qu'en détruisant l'intégralité de Camera Work, de quelque manière que ce soit, ils en privent leur société d'un atout véritable et précieux à plus d'un titre. La publication fait office de cheval de Troie pour la cause et a contribué à convaincre certains des plus acharnés opposants de la photographie, non seulement dans ce pays, mais dans le reste du monde. » En 1923, des suites de la fermeture de Camera Work, Stiglitz entame un nouveau système de pensée. Avant de photographier, il se doit de comprendre son sujet. C'est pourquoi il débute son nouveau projet en étudiant la science des cumulus, afin de pouvoir les photographier. Sa série de photographies s'intitule « Équivalent » et il qualifie certaines de ces photographies de nuages, considérées comme des éléments figuratifs, comme étant des musiques virtuelles. Et on espère même davantage, comme il le dit lui-même. J'avais expliqué à Mademoiselle O'Keeffe que je voulais réaliser une série de photographies dont le compositeur Ernest Bloch dirait « De la musique, mais mon ami, c'est de la musique tout ça !» Et les années qui suivirent, le photographe fait don de certains de ses tirages à des musées suite à leur forte sollicitation. Et c'est ainsi que pour la première fois, des musées américains exposent un photographe dans leur galerie. On parle tout de même ici du Metropolitan Museum of Art et du Musée des Beaux-Arts de New York. Et dans la dernière décennie de sa vie, entre 70 et 80 ans, Alfred Stiglitz devient de plus en plus indépendant dans sa pratique photographique, s'éloignant à la fois des clubs et des groupes photographiques, pour s'occuper de ses propres lieux d'exposition. Et ce ralentissement de carrière est surtout dû à son état de santé qui décline clairement. En ce qui concerne ses amours avec Georgia O'Keeffe, l'étincelle qui illuminait leurs premiers émois faiblit peu à peu. Alfred semble plonger dans une jalousie profonde et Georgia se lasse de cette vie mondaine menée par son mari. Elle aussi souhaite gagner en indépendance et c'est pourquoi tous deux décident d'un commun accord de vivre séparément. Le photographe vit à New York et quelque temps dans l'année à Lake George, la demeure familiale, et la peintre voyage au Nouveau-Mexique. Et malgré cette distance, ils restent malgré tout très proches l'un avec l'autre. Pour preuve, il nous reste de leurs 30 années de mariage près de 5000 lettres envoyées, une correspondance amoureuse de deux passionnés d'art
qui n'existe pas en français, uniquement en anglais. Donc si vous êtes de parfaits bilingues, je vous invite à vous le fournir. Si vous ne l'êtes pas, eh bien il faudra patienter. Cette relation dure jusqu'au 13 juillet 1946, jour où Alfred Stieglitz décède des suites d'un infarctus cérébral à l'âge de 82 ans. Après sa mort, 2 femmes qui lui sont chères subsistent. Tout d'abord, Georgia O'Keeffe, qui, des suites du décès de son mari, s'installe définitivement au Nouveau-Mexique. De là, l'ascension de sa carrière ne cesse de croître. À l'époque, on attribue la réussite de son travail surtout à la réussite de son conjoint. Mais aujourd'hui, on considère que son travail a surtout et avant tout été influencé par l'environnement. Et parmi les environnements dans lesquels elle a évolué, on peut compter New York et les montanités de Stieglitz dont il faisait partie. Elle décède alors 40 ans après Alfred, en 1986, à l'âge de 98 ans. La seconde femme que je souhaite mentionner est Catherine, la fille unique du photographe. 1 an avant le remariage de son père, Catherine tombe en dépression postpartum des suites de son premier accouchement. Les médecins lui diagnostiquent une dépression associée à des hallucinations, chose très courante à l'époque, tandis que l'on diagnostique les femmes d'hystérie à tout va. Et alors internée en hôpital psychiatrique à l'âge de 25 ans, elle y reste 48 années jusqu'à sa mort en 1971, alors âgée de 73 ans. Le travail d'Alfred Stieglitz est aujourd'hui exposé dans quelques musées américains, tout d'abord au MoMA et au Met à New York, mais aussi à la National Gallery of Art de Washington DC. Sur le site internet de cette dernière, on peut même y lire: en 1949, Georgia O'Keeffe et les héritiers d'Alfred Stieglitz ont fait don de 1311 photographies d'Alfred Stieglitz à la National Gallery of Art de Washington DC et ont placé en dépôt une collection supplémentaire de 331 portraits d'O'Keeffe, qui ont ensuite été donnés à la galerie en 1980. Et cette collection, connue sous le nom de Key-Set, est une sélection inégalée de photographies de Stieglitz, contenant au moins un tirage de chaque photographie, montée en sa possession au moment de sa mort. Elle retrace l'évolution du travail de Stieglitz et de ses débuts dans les années 1880 à sa riche maturation dans les années 1930 et documente de manière approfondie tous les aspects de sa contribution décisive à l'art de la photographie. On peut constater aujourd'hui qu'Alfred Stieglitz a pu inspirer de nombreux photographes, comme Man Ray, Marcel Duchamp, Minor White, Frédéric Sommer et, pour couronner le tout, Imogen Cunningham. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nicéphore Podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.